Bonjour Ilan. Bonjour Kinneret. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseur d'étoiles. Avec plaisir. Pourrais-tu te présenter dans un premier temps et nous raconter en quelques mots ton parcours jusqu'ici? Alors moi c'est Ilan, je suis né à Nice il y a 30 ans. Et puis depuis 8 ans j'ai fait la ALIA après avoir obtenu mon BTS de comptabilité. Et depuis quelques années donc je travaille dans le secteur des assurances. Je suis papa de 2 petits-enfants et puis je suis réserviste donc dans le Sahel, dans l'armée. Alors Ilan, le 7 octobre, Israël a vécu l'un de ses pires moments dans l'histoire. As-tu été appelé immédiatement? Alors moi, à titre personnel, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'avais mon téléphone éteint puisque c'était Shabbat. C'est vrai qu'en théorie, on est censé quand même le garder allumé quand on est réserviste. Cette fois-ci, malheureusement, je ne l'avais pas fait. Et il s'avère que j'ai reçu des appels masqués ce jour-là, donc c'est possible que ce soit ceux de l'armée. Et puis, comme je n'ai pas répondu, j'ai été rappelé seulement 2-3 semaines plus tard par mon unité. Comment ça se passe en fait quand tu dis tu es appelé? Qu'est-ce qu'on te demande? Alors, c'est-à-dire que le jour où j'ai été appelé, c'était à peu près 3 semaines après le 7 octobre. J'étais à la maison, je n'y attendais absolument pas, je revenais du travail le soir. Et on m'appelle, donc c'était l'armée en me disant demain matin, à telle heure, tu dois être dans telle base dans le sud d'Israël pour récupérer une arme et rejoindre ton unité qui est déjà sur place. Donc c'est une grande surprise puisque forcément, comme ceux qui ont été appelés le 7 octobre, ils ne pouvaient pas s'y attendre aussi non plus. C'est Il y a quand même 3 semaines qui se passent entre le 7 octobre et le moment où on t'appelle. C'est ça, donc mentalement, moi personnellement, je m'y étais préparé aussi, parce qu'il y a eu aussi des roulements. Certains ont été appelés plus tard, je ne suis pas le seul à avoir été appelé plusieurs semaines après seulement. Et puis, donc je m'y étais préparé mentalement, mais je n'avais pas évidemment préparé ni de sac, ni quoi que ce soit. J'ai dû le faire du soir pour le lendemain, appeler mes proches. Et puis le lendemain, prendre le bus, le train pour le sud d'Israël. D'accord, donc toi tu es envoyé au sud d'Israël, tu arrives à la base, on te distribue... Mon arme, mon gilet pare-balles, un casque, tout le matériel nécessaire. En tout cas, ce qu'il faut, le minimum en tout cas pour pouvoir être prêt. Tu peux nous expliquer quelle est ton unité justement et à quoi sert-elle? Alors, moi, je suis dans l'unité Yassar, qui sont les initiales de Yechidat Srikot. Alors, ce qu'on fait, c'est... Alors, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est malheureusement la récupération de morts, un petit peu comme fait Zaka. Mais sur les terrains dans lesquels Zaka ne peut pas intervenir. Zaka n'étant pas des combattants, n'étant pas des militaires, ils ne sont pas amenés à intervenir, que ce soit au Liban, que ce soit à Gaza ou autre. Donc, dès qu'il y a malheureusement des soldats qui meurent, des otages qui meurent dans la bande de Gaza, c'est nous qui sommes appelés à entrer pour récupérer les corps. Ça, c'est la première mission. La deuxième, puisqu'il y a actuellement... il y a eu plus de 200 otages, il en reste 134, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui, c'est de faire des sricotes, donc des recherches sur certains périmètres où il est possible qu'il y ait des otages. Et ça nous est arrivé justement à plusieurs reprises de découvrir des corps d'otages et de pouvoir les rapatrier en Israël. Comment ça se passe? Par exemple, tu es à la base, il y a une alarme. Alors, c'est pas une alarme comme il y a dans les casernes de pompiers. Si vous voulez, en fait, donc dans chaque unité, il y a donc le chef de l'unité qui a un téléphone satellite avec lesquels il converse avec justement des commandements au sein de la bande de Gaza. Dès que on apprend qu'il y a malheureusement un ou des morts à récupérer, dès qu'il y a eu un incident quelconque, le commandant de mon unité cherche à savoir déjà de combien de morts il s'agit plus ou moins, puisque s'il s'agit d'un ou deux morts ou s'il s'agit de 21 comme c'est déjà arrivé, on n'envoie pas le même nombre de soldats sur place. Une fois qu'on sait les renseignements, on a très peu de temps pour s'habiller le plus vite possible, pour se mettre en tenue, mettre les chaussures, le gilet pare-balles, le casque, préparer les sacs, les gants, tout ce qu'il faut, les sacs, puisqu'il faut des sacs dans lesquels malheureusement rentraient les corps. Et puis on est parti. Quand toi tu es appelé,
La zone est encore en activité, c'est encore une zone de guerre, donc c'est encore une zone qui est à risque. Est-ce que tu penses au fait que toi aussi tu peux perdre la vie à cet instant? Absolument. Lorsqu'on arrive justement sur les lieux où les soldats sont morts et qu'on doit récupérer, évidemment on entend les bruits des balles fusées autour de nous. Donc on pense évidemment aussi à ce que les soldats qui sont malheureusement à terre, ça puisse être nous. Il arrive aussi que nous devions justement répondre à ces tirs pour que nous ayons la possibilité de récupérer les corps plus facilement, puisque si on tire beaucoup en direction des terroristes, eux vont se cacher. Pendant ce temps, on peut mettre les corps dans les sacs. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et oui, donc forcément, on y pense au quotidien. Et pourquoi c'est si urgent d'aller au moment même où vous apprenez justement qu'il y a des blessés ou des personnes qui sont parties malheureusement? Alors il faut arriver le plus vite possible pour deux choses. La première, c'est que ça dégage malheureusement une odeur qui est pestilentielle, qui est très difficile. Plus le corps est en décomposition, plus c'est difficile à les ramener sans justement avoir trop de difficultés de notre côté. Le deuxième, c'est que si on n'y va pas très vite, malheureusement, ces corps peuvent tomber dans les mains du Hamas ou d'autres organisations terroristes. Le but, c'est d'y arriver le plus tôt possible. D'accord. Et forcément, tu as dû vivre des moments très difficiles. Est-ce que tu peux nous parler du moral au sein de ton unité, justement? Comment ça se passe à la base? Comment vous arrivez justement à parler de tout ça? Alors, on a différentes périodes. Il y a des moments forcément où on rentre de mission, où on commence à réfléchir à ce qu'on a fait là-bas le soir avant d'aller dormir, où le moral forcément il est très compliqué. On se refait le film de la journée, de la nuit, des événements qui se sont passés. Et c'est vrai que le moral à ce moment-là, il est dans les chaussettes, comme on dit. Et après, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu plus facile, entre guillemets, dans le sens où on va avoir certaines aides de la part de Tsahal. La première, c'est d'avoir une assistance psychologique qui n'est malheureusement pas suffisante, je trouve. On a un psychologue pour 40-50 soldats. Malheureusement, je trouve que c'est trop peu. En tout cas, dans notre unité, c'est beaucoup trop peu par rapport à ce qu'on fait. La deuxième, c'est vrai qu'on nous change énormément les idées, que ce soit en organisant nous-mêmes des séances de sport, de football, de musculation, etc. Donc ça nous permet de penser à autre chose, de se vider la tête, ou bien d'avoir certains qui nous organisent des barbecues. Certains viennent, d'ailleurs beaucoup d'associations françaises viennent, de francophones viennent dans notre base nous faire des barbecues, donc ça nous change aussi. Et puis il y a aussi des chanteurs israéliens qui sont venus donc faire des petits concerts à la base, donc ça aussi c'est extraordinaire. C'est un moment qui nous permet vraiment de penser à rien d'autre qu'à ces moments magiques qu'on vit aussi. Merci à tous ceux qui sont venus, Eyal Golan, Noah Kirel, Yaakov Shweki, on a eu qui encore? On a eu Abraham Fried, vraiment de grands chanteurs, et franchement ça nous permet un petit peu de se changer les idées parce qu'au quotidien c'est très dur. Ilan, cette guerre, est-ce qu'elle a changé ta vision des choses, ta vision de la vie, de ton avenir en Israël? Alors moi, elle m'a permis déjà de relativiser sur tous mes problèmes du quotidien. Ça veut dire que on a tous des petits problèmes, que ce soit au travail, une petite embrouille avec un copain, quelqu'un de la famille, peu importe. Et on se rend compte à quel point ça devient ridicule. Quand on voit ce qui se passe malheureusement là-bas, quand on voit ce qu'on fait nous en tout cas, et qu'on est au contact quotidien, régulier avec la mort, on se dit qu'on n'a pas forcément envie justement de se prendre la tête pour des choses aussi débiles que, je sais pas, des embrouilles de travail ou quoi que ce soit. Donc ouais, ça change totalement la perception du quotidien. Ouais. Par exemple, quand tu rentres de permission, c'est quoi la première chose que tu fais? Alors justement, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai deux petits-enfants, et je profite 1000 fois plus d'eux que c'était le cas jusqu'à présent. Parce qu'on ne sait pas de quoi va être fait l'avenir malheureusement, et j'ai envie de passer un maximum de temps le plus qualitatif possible avec eux, et ça c'est clair que ça a changé beaucoup. Le fait d'avoir cette guerre, c'est que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il fallait absolument profiter à 200% des enfants. Baruch Hashem. Ilan, pour finir,
Que pourrait-on te souhaiter de meilleur pour l'avenir? Ce qu'on peut souhaiter de meilleur, c'est de ne plus jamais avoir de travail, puisque si on a du travail, malheureusement, ça veut dire que certains soldats, certains otages sont morts, malheureusement. Et donc, moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de ne plus jamais avoir à à être appelé à rentrer dans la bande de Gaza, ni à être appelé d'ailleurs dans aucune zone de conflit, et ne plus être appelé du tout par l'armée, et pouvoir profiter de la vie comme quelqu'un de normal, tout simplement. Merci Ilan de nous avoir accordé ce magnifique portrait de toi. Avec plaisir. On te souhaite une immense hatzlacha Amen. et en espérant le meilleur avenir. Amen. Toda rabba. Merci.